Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode hors série du podcast AWS en français. Dans cet épisode, on va parler machine learning, intelligence artificielle. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Julien Simon, qui est notre évangéliste machine learning, intelligence artificielle. Il y a un tout petit peu de bruit de fond parce qu'on s'est calé à un endroit bizarre dans la conférence, mais j'étais content d'attraper Julien. Donc je l'ai attrapé là où il était, on s'est arrêté. Alors, il y a eu plein d'annonces en machine learning pendant cette semaine. Globalement, on peut dire que l'offre machine learning d'AWS est en trois parties. Il y a la partie base, les frameworks, l'infrastructure. Il y a la partie SageMaker et puis il y a les applications les services qui utilisent les services de haut niveau. On va y aller par couche. Très bien. On va prendre la lasagne couche par couche. Ça me va bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau infra et framework ? Alors au niveau infra à proprement parler, on a annoncé un nouveau type d'instance qu'on avait annoncé à re:Invent l'année dernière et qu'on lance maintenant, qui est vraiment disponible, qui s'appelle en bon français Inferentia, donc INF1, le nom de la génération. Et donc il s'agit d'un nouveau type d'instance EC2 qui contient un chip qui a été développé par AWS spécifiquement pour accélérer toutes les tâches de prédiction. Donc au lieu de faire des prédictions sur des instances CPU ou GPU, maintenant on a une troisième option qui est de faire de l'inférence sur Inferentia. Et le bénéfice pour les clients, c'est une latence beaucoup plus faible. Parce que si vous, sans rentrer trop dans les détails, les GPU sont de belles bêtes, mais le chargement de données sur un GPU est quelque chose qui prend du temps, toute proportion gardée. Et donc il y a une latence qui est induite par le chargement des données sur le GPU qui est incompressible et qui réduit finalement le nombre de prédictions qu'on est capable de faire par seconde. Et donc le Inferentia, c'est vraiment avant tout un chip dédié pour les prédictions à très faible latence et donc avec la capacité à encaisser beaucoup plus de charges sur un nombre de machines réduit et donc de manière plus économique que si on était obligé de déployer des bataillons d'instances GPU pour faire les prédictions. Voilà. Donc ça c'est sorti, les détails sont sur le blog. Et c'est disponible pour tout le monde. C'est disponible, donc allez-y, testez, envoyez-nous du feedback, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je mettrai les liens vers les différents blogs et les différentes documentations dans les notes du podcast. Ouais. Donc on est dans la couche basse. Alors en termes d'instance, on va dire machine learning, je mets des guillemets autour de ça. Voilà pour Inferentia. Alors il y a des projets open source aussi qui ont été annoncés. Alors, je les mentionne rapidement, je sais que ça peut intéresser du monde. Il y a un projet qui s'appelle Deep Java Library, qui est une librairie open source pour construire et entraîner et déployer des modèles de deep learning en Java. Donc les développeurs Java sont plus exclus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de librairies Python maintenant. Il y a une librairie Java, donc djl.ai. Il y a une autre librairie qui s'appelle DGL, qui est la Deep Graph Library, donc dgl.ai, et qui est une librairie open source qui permet de construire des réseaux deep learning pour les données structurées en graphes. Alors c'est assez particulier. Enfin, là aussi, sans trop entrer dans les détails, il y a des jeux de données. On peut penser aux réseaux sociaux, à la recommandation, à la détection de fraude, à la cybersécurité, etc., qui s'organisent bien sous forme de graphes et pas à plat. Et là, donc, c'est pour quel langage de programmation ? Alors là, c'est du Python. C'est du Python. Là, c'est du Python. Et donc l'idée, c'est de vous permettre facilement de construire des réseaux deep learning pour des données graphes ou de réutiliser des modèles déjà entraînés, un peu à l'instar de ce qu'il y a dans Gluon, etc. Donc il y a en bon français un modèle zoo avec des modèles préentraînés pour les données graphes. Donc voilà, là on est dans le super spécifique, mais bon, je sais qu'on a des amateurs, donc je le mentionne. Voilà. Alors on monte un tout petit peu dans la couche. On parle des jouets ou pas ? Deuxième couche, on va terminer. On garde les jouets pour la fin. Ça marche. Deuxième couche, SageMaker. Si des auditeurs ne connaissent pas SageMaker, d'abord peut-être commencer en 30 secondes, c'est quoi SageMaker ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans SageMaker ? Donc Amazon SageMaker, c'est un service qui a été lancé il y a 2 ans maintenant. Donc il y a un service modulaire pour construire
entraîner, déployer, scaler des modèles de machine learning sur de l'infrastructure complètement managée, en utilisant soit des algos sur étagère et des frameworks sur étagère. Donc des algos, par exemple, on a une collection d'algos de deep learning, on a des algos de classification, de régression linéaire, de clustering, enfin tous les problèmes classiques du machine learning. Donc ceux-là, il suffit juste de les prendre, de les paramétrer, de jeter des données dessus et d'entraîner. Voilà. On a aussi des frameworks sur étagère, donc évidemment vous pouvez utiliser TensorFlow, Scikit-learn, MXNet, PyTorch, juste amener votre code et idem, entraîner vos modèles. Ou alors vous pouvez amener votre propre code, donc si vous faites, je sais pas, du C++, du R, du PHP peut-être, je suis toujours à la recherche de gens qui font du deep learning en PHP, contactez-moi. Eh bien, vous pouvez construire votre propre container d'entraînement ou de prédiction et le déployer sur SageMaker. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est finalement de se concentrer sur le machine learning et de ne pas gérer l'infrastructure, pas gérer la plomberie. Donc, je ne vais pas démarrer une instance EC2, installer des frameworks. C'est exactement ça. Il y a un SDK en Python. En 2 lignes de code, on démarre un training. En 1 ligne de code, on déploie. Et ça, quelle que soit l'échelle, et sans jamais toucher un serveur. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2019, fin 2019? Oh là là, ma bonne dame. Une longue liste. Une longue liste. Donc le problème qu'on a résolu quand on a lancé SageMaker, c'est vraiment... moi, j'appelle toujours ça le DevOps pour le machine learning. Je l'ai appelé MLOps pendant un moment, et puis quelqu'un a utilisé le nom, j'aurais dû le déposer. Mais c'était vraiment le fait de ce que j'expliquais à l'instant, de dire on veut vous débarrasser des tâches d'infrastructure et des tâches ops autour de la construction et le déploiement de machine learning. Donc maintenant, il reste un tas de problèmes à résoudre une fois qu'on a dit ça. Parce que une de mes convictions, c'est que le machine learning, c'est du développement logiciel. Alors là, j'entends la moitié des gens qui sont en train de dire non. Alors, c'est pas grave, insultez-moi sur Twitter. Mais vraiment ma conviction, c'est que le machine learning n'est pas différent du développement traditionnel, ce qui veut dire qu'il faut versionner, il faut tester, il faut déployer, il faut débugger, il faut monitorer, etc. Il faut du CI/CD, il faut tout ça. Et donc ça, ce qu'on a lancé il y a quelques jours là, c'est ça. C'est un ensemble d'outils autour de SageMaker pour permettre aux ingénieurs machine learning, aux data scientists, de travailler comme travaillerait un ingénieur logiciel. Donc par exemple, on a un nouveau service qui s'appelle SageMaker Studio, qui est un IDE basé sur Jupyter Lab et qui intègre toutes les autres fonctionnalités de SageMaker, et donc qui vous permet de travailler dans un IDE, de tout faire dans un IDE. Jusque-là, la plupart des gens, moi y compris, sautaient d'un notebook à l'autre pour faire ici une tâche, là une autre tâche, et puis essayer de visualiser tout ça, de regarder dans les logs ce qui se passait, etc. Là, on a tous les notebooks au même endroit, tous les outils au même endroit, et on peut partager ces notebooks de manière super simple, pas juste le code, mais aussi le contexte, le dataset, etc., avec des collègues. Donc un aspect vraiment développement collaboratif. Donc ça, c'est SageMaker Studio. En tant que développeur, je peux importer mes données dans SageMaker Studio. Oui, ça partira toujours en S3. Voilà, c'est ça, oui. Je donne l'adresse de mon bucket S3, il va découvrir ça. J'ai mes Jupyter Notebook directement. Je peux oui, ça reste du Jupyter. Voilà, simplement, il y a, on a développé des extensions sur Jupyter Lab et tout ça est quand même beaucoup plus simple à utiliser et ne remet finalement le projet machine learning dans un cadre de développement avec tous les outils dont on a besoin. Donc SageMaker Studio. Alors disponible uniquement pour l'instant dans la région US East 2, Ohio. C'est l'IDE lui-même ou c'est aussi les modèles que je vais entraîner, les données, les points d'inférence doivent être dans cette région? Alors l'IDE lui-même est disponible uniquement dans cette région-là. Tous les autres services sont disponibles dans toutes les régions où SageMaker est disponible. Donc c'est juste l'IDE pour l'instant. Voilà. Il y a encore une partie de l'IDE qui est en preview. Donc on préfère tester, débugger, s'assurer que tout va bien et puis après on le déploiera partout. Alors j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle Autopilot également sur SageMaker. Voilà. Alors toujours dans la même idée de dire on veut démocratiser le machine learning, on veut le rendre disponible au plus grand nombre. Alors je vais paraphraser notre ami Werner, mais qui disait que le serveur le plus facile à gérer, c'est quand il n'y a pas de serveur.
no server is easier to manage than no server. Bon, voilà, no model is easier to build than no model, hein, avec l'accent qui va bien. Parce que c'est un podcast français quand même. Blague à part, la construction d'un modèle, le choix de l'algorithme, le choix du script de traitement de données à appliquer, l'optimisation des paramètres pour obtenir en tout cas la meilleure précision. Tout ça, c'est compliqué. C'est vraiment, il y a un pipeline de tâches à accomplir et ça nécessite de l'expertise. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Et même pour des spécialistes, s'ils sont confrontés à la construction de dizaines ou de centaines de modèles ou de tentatives de modèles, tout faire manuellement avec sa petite boîte à outils, c'est pas facile. Donc SageMaker Autopilot, c'est un service, on va l'appeler AutoML, pour faire un peu de buzzword, qui va simplement vous demander l'emplacement de votre jeu de données dans S3. Aujourd'hui, il est capable de résoudre des problèmes de régression et de classification. Donc il va simplement vous demander où est le dataset dans S3, quel est donc un dataset en colonne, quelle est la colonne que vous voulez prédire, donc quelle est par exemple la classe que vous voulez prédire, et c'est tout. Donc il va analyser mes données tout seul, découvrir ou essayer de découvrir quel est le meilleur algorithme à appliquer à mes données, exactement. Faire le training, construire le script de pré-processing. Donc il va faire tout ça, donc il va analyser les données, calculer tout un tas de statistiques, en déduire le script et le feature engineering et la préparation de données à appliquer, choisir des algos candidats, et puis ensuite il va les tester. Donc il va tester les différentes combinaisons de pré-processing, d'algos, il va identifier ce qui marche le mieux, et ensuite il va lancer des tâches d'optimisation d'hyperparamètres. Hyperparameter tuning qui est présent dans SageMaker depuis un moment. Et à la fin, il va donc vous lister les meilleurs candidats qu'il a obtenus. Et moi, ce que j'adore dans ce service, c'est qu'il va générer un notebook Jupyter qui va vous expliquer tout le cheminement. C'est-à-dire que c'est pas de l'AutoML en boîte noire où on lance la moulinette, elle crache un modèle et puis voilà quoi. Voilà le modèle, merci, au revoir. Là, vous avez un notebook qui vous montre le code, qui vous fournit tout le code qui a été exécuté sur ces différentes étapes. Donc, comment on a construit les scripts de pré-processing, quels algos candidats on a évalués, comment on a lancé les jobs de tuning, etc., etc. Et vous pouvez l'exécuter, ce notebook. Donc, vous pouvez reproduire et vérifier, parce que ça reste important, que la démarche a été correcte, que le modèle a été construit correctement. Et puis, si vous voulez continuer à optimiser parce que vous savez faire ça, vous pouvez le faire. Donc, et de là, je peux déployer directement sur SageMaker. Voilà. Et donc en fait, c'est ça. Donc le modèle qui est construit, donc c'est plus qu'un modèle, hein, c'est un pipeline, puisqu'il va y avoir plusieurs containers. Il va y avoir le container qui va faire le processing de données. Il va y avoir le container qui fait la prédiction à proprement parler. Donc ça, c'est une fonctionnalité de SageMaker qui s'appelle Inference Pipelines. Et donc ces deux containers-là, ils vont être déployés comme une seule unité sur un endpoint SageMaker ou pour faire de la transformation batch. Donc après, oui, c'est du SageMaker habituel, j'ai envie de dire. Voilà. Traditionnel, celui de papa et maman. Ça veut dire, enfin, moi qui ne suis pas un mec machine learning ou un data scientist, moi je suis un développeur, je sais appeler des API, ça veut dire que je peux commencer moi à faire du machine learning pour autant que j'ai mon dataset. Voilà, si tu as un dataset CSV, voilà, oui, c'est bon, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tu parlais de développement autour de machine learning avec deux étapes importantes du développement. Il y en a une qui est le debugging et l'autre qui est le monitoring. Il y a des nouveautés de ce côté-là aussi. Ça, c'est deux services. Ça va être dur d'en choisir un préféré, mais je pense qu'il sera c'est l'un de ces deux-là. Donc, le service qui s'appelle SageMaker Debugger est un service qui va vous aider à identifier automatiquement des problèmes qui peuvent se produire pendant l'entraînement de votre modèle. Et ce, aussi bien pour des algos statistiques traditionnels, comme XGBoost par exemple, que pour des algos deep learning. Donc là aussi, on pourrait en parler 3 heures, mais entraîner particulièrement un modèle de deep learning, c'est compliqué, et il peut se passer plein de choses bizarres dans le processus de training. Et ces problèmes-là, donc les fameux gradients, hein, donc ce sont c'est-à-dire les mises à jour qu'on fait sur les paramètres du réseau de neurones peuvent tendre vers 0. Donc si vos gradients tendent vers 0, vous mettez plus à jour les poids du réseau de neurones, donc il ne se passe plus rien.
Oui, alors vous brûlez du temps CPU, GPU, mais ça ne sert plus à rien. Les gradients peuvent exploser, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus grands, donc tous vos gradients tendent vers l'infini, donc ça marche pas non plus. Voilà, ça c'est 2 exemples, mais il y a plein de problèmes comme ça, assez complexes qui peuvent se produire. Et ce qui est délicat, c'est que contrairement à un bug traditionnel dans du code, je sais pas, Python, C++, bon, il y a un bug, ça explose, ok, on a une stack trace où on débug et on voit ce qui se passe. Ces bugs-là, ces problèmes de training, c'est des problèmes qui se développent dans le temps. C'est-à-dire que le verre est dans le fruit, on le sait pas. Et puis on entraîne, et puis 1 heure après, 2 heures après, 4 jours après, ça dépend de la durée du training, on se rend compte que ça avance plus, que ça marche pas, que ça a explosé. Et la cause du problème, en fait, elle peut revenir à... Voilà, peut-être qu'elle était détectable des heures, voire des jours avant, mais bon, voilà, un humain l'a pas vu. Et donc, on va définir des règles grâce à SageMaker Debugger. On va dire, voilà, surveille ça, ça, ça et ça. Donc, il va lancer le training sur SageMaker. Ce job de training, il va sauver dans S3 tous les paramètres du modèle en cours d'apprentissage. D'accord ? Donc si c'est un réseau de deep learning, il va sauver toute couche par couche, tout ce qui se passe, les updates les poids eux-mêmes, les updates sur les poids, etc. Et en parallèle du job de training, il lance un job de debug qui, au fil de l'eau, inspecte les données qui sont sauvées dans S3 et dit « Ah, là, il se passe un truc pas normal » et qui claque une alerte. Et donc, on peut brancher CloudWatch dessus, on peut envoyer une alerte, etc. etc. Donc, c'est pas un debugging à la développeur. Hein. C'est ça. Pas un breakpoint. C'est pas du breakpoint. C'est plutôt de l'analyse des résultats au fur et à mesure du training. Une analyse, une surveillance du training en cours d'exécution. Sur des problèmes vraiment particulièrement bizarres. Ouais. Et le profil de l'utilisateur type de SageMaker Debugging, c'est plus le développeur là. C'est plutôt le data scientist, c'est quand même les gens qui comprennent les modèles, comprennent ce qui se passe dans la boîte. Oui, parce que bon, le job, supposons que le job de debug pète et disent tiens là cette règle là, malheureusement elle est vérifiée, donc oui il y a voilà exploding tensor, bon donc il faut être quand même capable de comprendre ce que ça veut dire et après d'aller inspecter ce qui a été sauvé dans S3. Donc là, il faut quand même comprendre un peu la structure de l'algo, la structure du réseau. Donc là, ça restera encore un petit peu un job de spécialiste, au moins pour l'instant. Mais au moins, vous avez la visibilité complète et tout l'historique de ce qui s'est passé dans toutes les couches et sur tous les paramètres. Et donc ça c'est debugger. C'est debugger, ouais. Et ça c'est dans la phase où on entraîne les modèles. Maintenant si on est en production, qu'on a un point d'inférence, comment est-ce que je monitore mon inférence ? Alors si on a survécu au training, après effectivement on prend un modèle et on le déploie, et là il peut se passer encore tout un tas de problèmes. Alors il y a déjà du monitoring dans SageMaker, il y a déjà du monitoring sur on va dire, au niveau de l'instance, il y a déjà du monitoring au niveau du modèle, sur la latence, les erreurs 400, les erreurs 500, etc. Là, ce qu'on rajoute, c'est vraiment du monitoring sur les données. C'est-à-dire qu'un problème qui peut se produire sur un modèle de machine learning, c'est que, ok, vous l'avez entraîné sur un certain dataset. Ce dataset, il a certaines propriétés statistiques. Il a certains features qui ont un certain type, qui ont une certaine valeur moyenne, une certaine variance, etc., etc. Donc très bien, on déploie le modèle, initialement ça marche bien, et il est tout à fait possible que vos données, au fil du temps, les données qu'on envoie à prédire, changent de distribution statistique. Parce que c'est ça la vie. Le jeu de données, il ne reste pas immuable, donc il est possible que les propriétés des données changent, et évidemment, ça va jouer des tours à votre modèle, parce que votre modèle, il a été construit sur des hypothèses statistiques bien définies. Donc si vous lui retirez un peu le tapis sous les pieds, il va commencer à prédire des âneries. Et donc, le but de Model Monitor, SageMaker Model Monitor, c'est 2 choses. C'est capturer les données rentrantes, donc, qui en soi est déjà un truc intéressant. Parce qu'on aime bien capturer des vraies données pour pouvoir les rejouer, par exemple, pour en phase de test. Bon. Donc, on va facilement capturer toutes les données et les sorties du modèle, donc les données entrantes et les prédictions, on les met dans S3. Très bien, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de les comparer avec une baseline qu'on aura construite. Donc on aura pris le dataset d'entraînement, on dit voilà, ça c'est la baseline. Donc là, la référence, c'est ça. Et donc on compare ensuite, et ça se fait en temps réel, les données qui sont envoyées à la prédiction, on les compare avec cette baseline. Et si on détecte un décalage, idem, on envoie une alerte, on donne des infos, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut retraîner les modèles. Donc ça veut dire, alors oui, c'est peut-être que les données ont vraiment changé, il faut réentraîner.
peut-être qu'en amont de votre endpoint, il y a une application web ou un truc qui fait des âneries, qui enlève des features, qui corrompt des features. Bon, c'est possible, hein, je veux dire, voilà. C'est fréquent qu'entre l'application métier et le point de prédiction machine learning, il y a un autre truc. Il y a une autre API, il y a un machin qui fait je sais pas quoi. Bon. Et si ce machin-là mutile les données entrantes, bon, bah, ça se passe pas bien. Donc il peut y avoir plein de raisons, mais oui, ça peut mener au réentraînement. Et forcément, ça impacte la qualité des prédictions. Et ça, c'est le truc, c'est modèle monitor et debugger, c'est des trucs qui sont, je veux pas dire impossible à faire soi-même, mais c'est hyper difficile. Honnêtement, moi j'ai discuté avec des clients hier, ils m'ont dit quelle bonne nouvelle, parce qu'on savait qu'on avait le problème et on n'arrivait pas forcément à le voir, et on passe du temps à coder des trucs à la main et ça a aucun intérêt, quoi. On le fait parce qu'on est obligé, mais ça a aucun intérêt. Donc je pense que ces deux-là changent vraiment la donne pour les équipes de machine learning. Et tu as écrit quelques blog posts qui décrivent ces oui, je m'ennuyais en novembre. Donc si vous allez sur le blog de Jeff Barr, oui, il y a des blogs sur tout ça, et puis quelques autres services dont on ne discutera pas aujourd'hui, mais avec des exemples du code, etc. Et des screenshots, etc. Ouais, il y a de quoi faire. Je mettrai les liens pour tout ça. Il y a de quoi faire. Donc on a parlé des codes bas, des couches basses, Inferentia, les machines. On a parlé de SageMaker. Troisième couche typiquement dans notre lasagne, ce sont les applications qui utilisent du machine learning, mais qui ne nécessitent pas nécessairement d'être data scientist. C'est la meilleure couche, c'est le fromage fondu qui est au-dessus. Hein. C'est la famille. C'est le fromage gratiné. C'est celle que je sais utiliser. En fait. C'est Recognition qui reconnaît des images. C'est là qu'on retrouve Lex, Poly, Translate. Que se passe-t-il de nouveau dans oh là là, alors là, ça a été. Alors déjà, même avant Reinvent, ça a été un peu de la folie. Hein. Il y a ce truc qu'on appelle nous un peu en interne pré-invent, c'est-à-dire toutes les annonces qui sont faites avant Reinvent, à proprement parler. Donc il y a eu beaucoup d'activités sur les services de langage, donc Translate, Transcribe, Poly, etc. Enfin, on reçu beaucoup de nouveaux langages. Voilà, il y a eu une livraison de 22 langages sur Translate d'un coup. Y compris des langages dont, très honnêtement, je ne connaissais pas l'existence. Je ne vais pas les citer pour vexer personne. Mais voilà, donc là, il y a vraiment... on a une couverture de langage sur Translate aujourd'hui qui est... je pense pas qu'il manque beaucoup de langages sur toute l'Europe, sincèrement, même Europe de l'Est. Sur l'Asie, on a rajouté beaucoup de choses. Il y a des langages africains qui ont été rajoutés. Enfin, il y a des choses vraiment très, très pointues. Très pointues. Donc voilà, il y a eu toute une livraison. Donc là, c'est pareil, vous trouverez tout ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux services ? Alors, il y a des nouveaux services. Donc, il y en a un que j'aime bien, moi qui me tient à cœur, c'est Transcribe Medical. Donc, Amazon Transcribe, c'est un service de reconnaissance automatique de texte. Donc, vous parlez et il rédige le texte. Voilà. Donc ça existe depuis un moment. Et on en a sorti une version qui s'appelle donc Transcribe Medical, qui est spécialisée pour le vocabulaire médical. Alors ça me tient à cœur parce que mes parents, qui vont se retraiter maintenant, étaient médecins. Donc moi j'ai grandi en écoutant des discussions médicales incompréhensibles et souvent à table et souvent répugnantes. donc j'ai eu une enfance douloureuse au moins de ce point de vue-là. Et donc je l'ai testé. J'ai pris des échantillons de texte médical sur Internet. Il y a des datasets pour ça, figurez-vous. Des trucs de gastro-entérologie, de cardiologie, enfin, avec un vocabulaire vraiment ahurissant, et sans vraiment comprendre ce que je lisais. Bon, je l'ai lu, et donc en temps réel, c'est reconnu, c'est retranscrit, et vraiment avec une bonne qualité. J'ai été vraiment impressionné par la qualité. Alors, pour l'instant, ça supporte que l'anglais, mais bon, comme d'habitude, on rajoutera d'autres langages. Voilà, mais testez-le, vous serez étonné. Voilà, vous serez étonné de la qualité que vous obtenez. Donc ça, c'est Transcribe Medical. Après, on a rajouté dans Recognition la capacité à entraîner des modèles custom. Ah oui, ça c'était très demandé par alors ça, moi, je crois que la première semaine de la sortie de Recognition, il y a 2 ans, 3 ans, là, je l'ai entendu celle-là. Donc juste pour laisser tout le monde nous rattraper, Recognition, c'est un service qui reconnaît des images. Exactement. On lui donne une image de chat, il nous dit voilà, c'est un chat ou il y a une voiture à cet endroit-là, etc. Voilà. Et donc, ce que je peux faire maintenant de plus que je ne pouvais pas faire avant ? Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est amener ses propres images. Donc, imaginons que par exemple, vous avez un dataset de pièces détachées pour les voitures. Aujourd'hui, donc sur la version de Recognition standard, si vous montrez je sais pas, un carburateur, un injecteur ou un pot d'échappement à Recognition, bon, il faudrait vérifier ce qu'il dit. Si on a de la chance, il va dire il va dire oui, pot d'échappement, et bon voilà.
Maintenant, si vous lui montrez des pots d'échappement de Renault ou de BMW ou de Skoda, et lui demander de faire la différence, ça, il va pas savoir faire. Donc, si pour votre métier, c'est important d'avoir une reconnaissance hyper fine et une classification hyper fine d'objets comme ça, qui ne sont pas des objets de la vie courante, et que vous avez un dataset pour ça, vous allez maintenant pouvoir amener ces images à Rekognition, lui demander d'entraîner un modèle sur la base des annotations que vous aurez faites. Et vous pourrez ensuite utiliser ce modèle, le déployer dans Rekognition et l'utiliser comme un modèle normal. Donc ça, c'est super parce que je l'ai entendu, j'ai entendu cette demande vraiment des dizaines et des dizaines de fois. Et ça permettra maintenant aux clients de construire sans avoir besoin d'aller faire du SageMaker et d'aller mettre les mains un peu dans le cambouis YAML, d'entraîner des modèles et d'avoir de bons résultats. Et par expérience, quelle est la taille d'un dataset pour commencer à donner des résultats significatifs? Alors ça c'est bon, ça dépend. Ouais, ça dépend de la complexité des objets qu'on veut reconnaître, mais il faut quand même prévoir au moins des centaines d'images par classe. D'accord. Parce que le problème, c'est toujours, si vous êtes sûr que vos images, que vos objets, par exemple, sont toujours vus sous le même angle. Si vous contrôlez, si vous avez ce contrôle-là, vous savez que vos objets, vous les voyez toujours à plat, de dessus, et sans rotation. Avec tel type d'éclairage. Bon, on peut avoir moins d'images parce qu'on a facilité le job au modèle. Si la pièce arrive à l'endroit, à l'envers, avec une rotation, vue de haut, vue de côté, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Avec haute résolution, basse résolution, bonne lumière, mauvaise lumière, là vous complexifiez les choses. Donc là, il faudra plus d'images. Donc il faut quand même, il faut essayer de cadrer un peu le problème, mais on parle quand même au strict minimum de centaines d'images par classe, au minimum. Et on a une jolie user interface pour uploader ces images, les labelliser. Alors on peut soit elles sont déjà annotées, c'est-à-dire on vous dit voilà, ça c'est un carburateur Harley Davidson Sportster et ça c'est un injecteur, etc. Bon. Donc si ça c'est déjà fait, très bien, vous mettez les données dans S3 et vous lancez Rekognition. Si vous avez juste les images et qu'elles ne sont pas annotées, on a un service qui fait partie de SageMaker, qui est un service avec une interface graphique, qui s'appelle SageMaker Ground Truth, qui a été lancé l'année dernière, et qui est un service qui vous permet justement d'annoter des datasets à l'échelle, des datasets images ou tout type de datasets, avec des outils simples, et en le faisant soit vous-même avec votre équipe, vos employés, soit en l'externalisant chez des partenaires AWS ou sur Amazon Mechanical Turk. Donc, fournir le service. Donc tout ça fonctionne aussi avec Rekognition. D'autres nouveaux services sur cette couche applicative. Alors justement, on parlait de Rekognition, donc il y a un autre problème, c'est imaginons qu'un client ait fait ça. Imaginons qu'un client ait entraîné un modèle image et il a une qualité satisfaisante, mais de temps en temps, il y a quand même des prédictions un peu faibles en termes de confiance. Parce que sur des services comme Rekognition ou Textract, qui est notre service de reconnaissance de documents, il y a un score, c'est-à-dire que vous avez la prédiction, on vous dit voilà, c'est une image de telle classe ou ce texte, il dit ça, et puis il y a une confiance. Et alors, vous pourriez dire, si la confiance est inférieure si elle est supérieure à 90%, vous êtes basé sur vos tests, 90% on considère que c'est bon. En dessous de 90%, non, on a un doute ou on veut vérifier. Et donc aujourd'hui, c'est pas très facile à faire ça, parce qu'il faudrait prédire et puis construire un peu de plomberie pour extraire la confiance de la réponse de l'API, filtrer, renvoyer le truc dans un back-office quelconque pour qu'un humain regarde. Enfin voilà, encore de la plomberie, encore des trucs pénibles à faire. Et donc on a lancé un service qui s'appelle A2I, donc Augmented AI, et qui permet en fait de construire des workflows automatiquement ou, alors en l'occurrence Rekognition ou Textract vont prédire, et sur la base de seuils que vous avez définis, si la prédiction est suffisamment haute, très bien, pas de problème, on continue. Si la prédiction est inférieure à un seuil que vous avez défini, elle est automatiquement envoyée pour revue par des humains. Et une fois de plus, ces humains, ça peut être vos employés, des partenaires ou des travailleurs sur Mechanical Turk.
D'accord. Voilà, Augmented AI, AI, donc voilà, A2I. exactement. Donc pour l'instant intégré avec Recognition et Textract, mais bon. A priori, ça pourrait être intégré avec more d'autres is services coming. dans le futur. Rapidement, parce qu'on commence Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. J'ai entendu parler d'un search engine, j'ai entendu parler de fraud detection également. Oui, Est-ce que tu exactement. peux dire Alors on va faire vite. Donc, en une minute là-dessus? Alors fraud detection, donc c'est un service qui s'appelle Amazon Fraud Detector, qui est un service complètement managé pour faire deviner de la détection de fraude, qui est exactement dans le même esprit que Amazon Forecast ou Amazon Personalized, c'est-à-dire des services complètement managés de très haut niveau, où vous amenez vos données et ensuite, via des processus d'auto-ML et sur l'infrastructure managée, on va préparer les données, entraîner un modèle, le déployer, etc. Et comme il y a cette petite société qui s'appelle Amazon.com, dont vous avez peut-être entendu parler, qui doit avoir 2 ou 3 trucs à dire sur la détection de fraude, vous avez dans ce service donc toutes les best practices et toutes les leçons qu'Amazon a appris sur la détection de fraude. Et donc, voilà, on pense qu'on a un niveau de précision qui est assez correct. Donc, on a pré-entraîné les modèles avec l'historique des Voilà, données qu'on connaissait. Il y a des règles, il y a plein de choses. Donc, je vous laisserai découvrir ça. C'est disponible pour tout le monde aussi. Ouais. Ok. Et le moteur de recherche, alors, qui s'appelle Kendra. Kendra, c'est un moteur de recherche pour les entreprises, voilà, tout simplement, qui a la capacité à aller piocher des données dans toutes sortes de sources. Il y a au moins, je sais pas, au lancement, là, il y a déjà au moins 20 ou 30 connecteurs. Alors ça va de S3 à, évidemment, nos services à plein de sources extérieures. Je ne vais pas toutes vous les lister. Donc il y a des bases de données, des CMS, des outils externes, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il y a de bonnes chances que vous trouviez vos sources de données. Donc vous définissez les sources de données que vous voulez indexer. Vous créez l'index. Et Kendra utilise des techniques de traitement du langage naturel pour extraire les données et être capable de répondre en langage naturel à des questions en langage naturel. D'accord. C'est ça qui est souvent frustrant avec les moteurs de recherche, c'est qu'on a si on leur tape une requête du genre je cherche une bonne pizzeria pas chère à Las Vegas, ça donne à peu près rien. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit bon, alors on va taper pizzeria Las Vegas pas cher. Voilà, un truc comme ça. Bon. Alors cherchez pas, il y en a pas. Puis elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Donc le problème c'est ça, c'est qu'il faut être capable de comprendre une requête en langage naturel et tout le monde posera pas la même question. Et il faut être capable de répondre en langage naturel. Et donc de comprendre le contexte de tous les documents qui sont disponibles dans toutes les sources de données et de construire des réponses avec ça. Et donc ça, c'est Kendra. Et donc Kendra vous permet, donc, une fois de plus, d'aller chercher les données, de les indexer, de poser des questions en langage naturel, d'obtenir des réponses pertinentes en langage naturel. D'accord. J'ai vu des démos, c'est assez épatant, c'est assez bluffant. Ouais. On vous mettra le lien, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Alors tous les ans, on a parlé de jouets tout à l'heure. Ah, les jouets. Tous les ans, on essaye de vraiment mettre le machine learning dans les mains des développeurs au sens vraiment concret. Il y a 2 ans, c'était une caméra et un boîtier d'inférence de reconnaissance d'image. Deep Lens, merci, j'avais oublié le nom. L'année passée, c'était la voiture pilotée par le reinforcement learning. Voilà. Quel est l'outil d'apprentissage qu'on met à disposition des développeurs cette année? On s'est dit, tiens, on avait fait la vision artificielle et le deep learning avec Deep Lens. On avait fait l'apprentissage par renforcement dans Deeppressor. Donc il fallait pousser le bouchon un peu plus loin. Et là, cette année, on s'est dit, tiens, on aimerait bien essayer d'aider les développeurs et les ingénieurs à comprendre comment l'intelligence artificielle peut générer de l'information. Parce que la plupart des modèles, 99,99% des modèles qu'on utilise aujourd'hui, c'est des modèles qui apprennent à extraire des motifs dans des datasets complexes et qui construisent des modèles. Donc, on classifie le monde réel, on essaie de comprendre le monde réel. Voilà. Bon. Mais il y a une branche de l'IA qui s'appelle l'intelligence artificielle générative, je ne sais pas si c'est le terme français, et qui, à partir du monde réel, génère des échantillons de données semblables.
C'est ça qu'on voit quand on des voit faux des applications visages, qui créent des vidéos, les deepfakes, pour parler de ça. Ou qui peignent à la manière de Matisse. Les deepfakes, c'est ça. C'est générer des images et des vidéos qui sont hyper réalistes à partir de données sources. Les machines, les algos qui peignent des tableaux, etc. Qu'on appelle les algorithmes GAN. Alors c'est ça, c'est les GAN, donc c'est Generative Adversarial Networks. Okay. Si vous avez une insomnie, regardez ça ce soir. Et alors là, donc on s'est dit, on avait déjà fait des images, etc. Donc on s'est dit, on va générer de la musique. Ok. Et donc on lance un service qui s'appelle AWS Deep Composer, qui est un clavier, donc un petit piano. Ça nous rappellera notre jeunesse, les orgues, bon tant pis, voilà. Pour ceux qui ont un certain âge, si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est que vous êtes jeune. Si vous êtes jeune, bravo, félicitations. Donc un petit clavier sur lequel vous pouvez composer un morceau, l'enregistrer, l'uploader donc sur AWS et utiliser des modèles GAN préentraînés, donc soit rock, jazz, pop et classique, pas de métal, ça je suis... Mais bon, j'ai fait la feature request. Et donc, ce modèle que vous aurez choisi va générer des accompagnements pour la mélodie que vous avez enregistrée. Donc, il va générer quatre accompagnements et vous pouvez lui assigner différents instruments. Donc, il génère automatiquement 4 voix musicales supplémentaires sur la base de ce que vous avez fait. Donc je donne une mélodie de départ et ça me génère l'accompagnement de cette mélodie-là. Exactement. Dans un style donné. Dans un style donné. Donc si tu veux une version, si tu veux un accompagnement jazz de Frère Jacques, ce qui est à peu près le seul truc que je dois savoir jouer sur un clavier, et tu peux. Donc tu l'enregistres. Alors évidemment, pour commencer, ça c'est rigolo. Ça a bien fait marrer mes enfants. Mais il y a aussi, donc il y a un vrai clavier que vous pourrez bientôt commander sur Amazon. Mais dans la console AWS, il y a un clavier virtuel dans lequel on peut jouer. Le matériel, un peu comme Deep-Pressor, on peut commencer avec la console. Donc le service est en preview pour l'instant, vous pouvez vous inscrire. Et l'étape suivante, ça sera d'entraîner son propre modèle. Donc un peu comme sur Deep-Pressor finalement, d'entraîner un modèle GAN pour pouvoir générer d'autres types de musique, etc., etc. L'année passée, on avait fait une compétition autour de la voiture. Il va y avoir Eurovision. Je sais pas, mais je m'attends à... Non, j'espère que ça sera un peu plus qualitatif que l'Eurovision, si je peux me permettre. Mais allez savoir, ouais. Allez savoir. Regarde maintenant, on a des courses virtuelles de Deep-Pressor. Alors peut-être qu'on aura une compétition musicale virtuelle, oui. Ou un replay party avec un DJ. Allez savoir. On est capable de Et donc tout, ça, c'est disponible, c'est dans la console aujourd'hui. Donc ça, c'est en preview. Vous pouvez vous inscrire. J'ai là aussi écrit un article de blog qui est sur le blog de Jeff et avec des petits échantillons, etc., etc. Donc vous pouvez déjà regarder ça. Et voilà. Et on espère que c'est vite disponible pour que tout le monde puisse commencer à pianoter et à faire du bruit. Bien, j'espère qu'on vous a inspiré, quel que soit votre niveau de compréhension, d'expérience machine learning, que ce soit vraiment au niveau data scientist, au niveau développeur, SageMaker, il y a beaucoup de choses à lire. Je mettrai des liens, je le répète encore une fois. Il y a beaucoup de choses à lire. Beaucoup de choses à digérer dans les mois qui viennent aussi. Julien, merci pour merci ton beaucoup, temps. Seb, c'est un plaisir. Et salut à tous les francophones, parce qu'il n'y a pas que des Français, n'est-ce pas ? Et voilà, donc on aimerait qu'il y ait plus de francophones à Reinvent, mais on sait que c'est un grand voyage, c'est pas simple. Donc voilà, on espère quand même vous amener pas mal d'infos, pas mal de blogs. N'hésitez pas à nous poser des questions, vous pouvez me contacter sur Twitter, JUL Simon, ou sur LinkedIn où vous voulez, et puis Seb aussi, on essaiera de répondre à toutes les questions. Voilà, puis j'espère vous voir bientôt à Paris et ailleurs en vrai, dans le vrai monde. Dans un événement près de chez vous. Et merci, à bientôt. Comme d'habitude, vous nous laissez vos feedbacks, SEB, STO, je vous mettrai le lien également. Merci de nous avoir écoutés. C'est le dernier épisode du spécial Reinvent. Pendant les vacances, je sortirai quelques podcasts sur le développement de skills Alexa, avec Benoît Nachawati, qui est l'évangéliste Alexa. Vous serez probablement en vacances entre Noël et Nouvel An. C'est le bon moment pour commencer à développer une skill Alexa. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous développez, développez-le bien.